Mona. Votre tribune de découverte touristico-culturelle vous entraîne vers l'ouest du Cameroun aujourd'hui, précisément dans le département du Kounki, où nous avons rendez-vous avec un musée et pas des moindres, un musée du genre contemporain. Ce sera à travers le grand reportage du jour, lequel grand reportage se fera accompagner par la problématique du trafic des animaux sur le continent africain et celui de l'intégration africaine justement à travers son potentiel alimentaire. Bienvenue sur Cameroun Vision, la référentielle du tourisme et du voyage. Bienvenue sur Cameroun Vision. C'est un réseau planétaire qui met en péril plusieurs espèces rares. Des braconniers qui revendent sur les marchés asiatiques et européens des défenses d'éléphants, des cornes de rhinocéros, des écailles de pangolin pour un commerce florissant qui produit près de 17 milliards d'euros par an, ceci étant exécuté par des intermédiaires qui le font impunément ou presque. Depuis les réserves du Cameroun et du Tchad jusqu'aux gargotes clandestines de Paris, voici une enquête exclusive signée Magazine Géo, une lecture de Jean-Vincent Chénéum et de Vincent de Paul Bobo. Le magazine Géo, un journal emblématique dans le secteur du voyage et du tourisme, a consacré il y a quelques mois une enquête sur le trafic des animaux sauvages au Cameroun. C'est un drame qui impacte l'essor du tourisme, car certains visiteurs viennent précisément voir ces espèces rares qui disparaissent. Le sujet est assez important pour que nous y revenions, car depuis ce reportage, les choses ne doivent pas avoir évolué, le trafic continue. Des braconniers revendent sur les marchés européens et asiatiques cornes de rhinocéros, viande de brousse ou écailles de pangolin. Les commerces est florissant, 17 milliards d'euros de recettes par an et les intermédiaires agissent en toute impunité ou presque. Je viens de rentrer du Cameroun et du Tchad où je fais un reportage sur les commerces illégaux de l'ivoire et de la viande de brousse. Pour l'ivoire, c'est une histoire qu'on connaît plutôt pas mal, mais pour la viande de brousse, en fait, il faut savoir qu'en France, il rentre à peu près 300 tonnes de viande de brousse illégalement chaque année. Donc on a, avec l'aide d'une association qui se bat pour arrêter ce commerce illégal et qui s'appelle Sauvegarde Faune Sauvage, on a remonté les filières, on s'est un peu infiltré dans les filières, donc on a un peu joué aussi les James Bond. J'ai dû faire des photos par exemple parfois où c'était interdit de faire les photos, et avec un appareil, avec des lunettes, caméra, notamment sur un marché à Yaoundé où j'ai pu prendre des photos d'animaux exposés en cachette, disons, parce que c'est illégal la vente, d'animaux protégés qui étaient vendus en fait sur ce type de marché. Et cette viande de brousse, donc les commerces, il est en train de, dépaporiser ou d'appauvrir la faune camerounaise et tchadienne. Alors, il faut savoir que la viande de brousse est liée à la tradition alimentaire dans certains pays d'Afrique, mais que l'exode des populations vers les centres urbains a d'une sorte industrialisé ce commerce. Et autre chose qu'on ne connaît pas, c'est le commerce qui est fait avec l'Europe, notamment avec la France, où toute cette viande est demandée par des gourmets de la diaspora, et donc on peut consommer ça aussi à Paris ou ailleurs en France. Ça génère un business important, on parle de plusieurs milliards d'euros par an. Et donc vous imaginez, il y a plusieurs intermédiaires et c'est une histoire assez, assez peu connue, mais assez intéressant à raconter. Feuilletons ensemble l'album photo de Géo. Ces peaux de sauriens ont été trouvées par des militaires camerounais en décembre dernier lors d'un banal contrôle routier sur la route entre Maroua et Mora à l'extrême nord du pays. Le commerce de toutes les espèces de crocodiles est drastiquement réglementé, voire totalement interdit.
Dans une arrière-cour de Yaoundé, ce Cercopithèque, une espèce protégée par les conventions internationales, est grillé façon barbecue avant d'être découpé et cuisiné avec des légumes en ragoût. C'est grâce aux bouche à oreille que les amateurs de viande de brousse de la capitale camerounaise se transmettent l'adresse de restaurants clandestins tels que celui-ci. Les singes ne sont pas seulement chassés pour leur chair. Ce Chlorocebus, qui est pourtant protégé, a été capturé vivant. L'engouement des particuliers pour les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, pèse lourd dans l'essor du braconnage en Afrique et en Asie. Aidé de chiens, un braconnier traque de petites proies, porcs-épics et hérissons dans la périphérie de Yaoundé. Cet homme est l'une des petites mains du trafic de viande de brousse qui a changé d'échelle au cours de ces 2 dernières décennies. Les prises ne sont plus seulement consommées sur place, mais expédiées frauduleusement en Europe, où la demande de la diaspora africaine se fait de plus en plus pressante. Ces écailles de pangolin ont été saisies à Roissy dans des bagages qui transitaient par Paris avant de s'envoler pour la Chine. Sur le marché noir asiatique, 1 kilo de cette marchandise, censée guérir le cancer et booster la fertilité, vaut autour de 1 000 €. Pour les trafiquants d'espèces protégées, l'aéroport Charles de Gaulle, grand hub européen, est une plaque tournante essentielle. J'ai passé un mois entre le Tchad et surtout le nord du Cameroun, où on a eu aussi pas mal de problèmes à cause de la situation politique, notamment militaire aussi, avec les attaques de Boko Haram. J'ai pu aller dans des endroits où des Occidentaux ils ne mettent pas les pieds, c'est strictement interdit depuis 3 ans, parce que j'ai pu travailler avec l'armée camerounaise, en particulier avec la brigade d'intervention rapide qui contrôle tout le nord du pays et qui se bat donc contre les commerces illégaux et aussi contre Boko Haram. Lors de son reportage à l'extrême nord, Géo a noté que le parc national de Ouaza, qui était jadis le paradis des touristes, est aujourd'hui une zone de guerre. On ne peut y accéder qu'avec l'aide du BIR, le bataillon d'intervention rapide. Pour protéger les 600 girafes, 700 éléphants et la trentaine de lions qui peuplent encore ce parc de 1700 km², 35 gardes sont officiellement employés, mais il paraîtrait que seule une vingtaine sont toujours à leur poste. Les autres ont fui, effrayés par les combattants de Boko Haram. Au quartier Bota ce jour, comme dans toutes les cités balnéaires du département du Faco, il pleut des cordes. L'affluence au LWC à coup sûr ne sera pas au rendez-vous, mais n'empêche, il faut bien plus qu'une averse pour nous retenir. La mission du site est justement d'éduquer les populations à la prise de conscience et à la nécessité de préserver l'exceptionnelle diversité de la faune qui est celle du Cameroun. L'objectif à la base était de créer un sanctuaire pour les chimpanzés et il abrite et soigne à ce jour 15 espèces de primates dont les origines sont diverses. Pour ainsi dire, gorilles, mandrilles, babouins, drilles, mangabais, chimpanzés, cercopithèques et bien d'autres races de primates constituent l'essentiel des locataires de ce pensionnat, où on peut aussi voir des crocodiles, des pitons, des biches ou encore des tortues.
Et la liste n'est guère exhaustive. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettons-nous une brève incursion dans la salle d'exposition, où la lutte contre le braconnage s'illustre à travers l'érection de quelques tableaux muraux. Nous entamons notre visite des 44 hectares du Limbe Wildlife Center en suivant le parcours, sous les auspices de 2 guides qui, en plus de nous étayer aussi bien sur les races que sur les provenances des animaux, nous protègent également contre les averses. Vous comprenez de suite que la sympathie ici est de mise. Il convient de préciser qu'aucun guide n'est normalement affecté aux visiteurs. Ces derniers ont quartier libre pour circuler dans le zoo à la découverte des animaux. Le directeur de l'établissement ayant fait ériger près des cages des tableaux qui renseignent à suffisance. D'abord un petit coucou à ce crocodile blanc de 4 mètres de long. Mais en douceur s'il vous plaît. Puis nous sommes les bienvenus sur les terres du roi Sheila. C'est lui le patron de ce territoire, peuplé d'une trentaine de gorilles environ, parmi lesquels la nommée Nyangono, doyenne de tous les primates du zoo. Quelques mètres plus loin, un territoire promis à l'ancien rival de Sheila. Nous ne le verrons malheureusement pas. Il s'est, contrairement à ses sujets, mis à l'abri de la pluie. Plusieurs autres espaces pour singes d'autres races seront ensuite traversés, non sans avoir à se régaler de la présence de bien d'autres espèces. Il s'agit notamment de l'antilope, des tortues et du python. Nous voilà ensuite au pays des plus futés. Bienvenue chez les chimpanzés. Donnés pour être les plus intelligents de toutes les races de singes, le quartier à eux réservé est le plus protégé. Les visiteurs ne s'y approchent pas de moins de 5 mètres, sous peine de recevoir des jets de pierre. Ils sont d'ailleurs ici les seuls qui au quotidien, tels des hommes, réfléchissent sur les possibilités d'évasion. Le reste du parcours nous offre une belle vue sur la rivière et encore bien de primates à voir jusqu'à la sortie du zoo. Allées aménagées, petits panneaux explicatifs devant chaque enclos, observatoires et autres restaurants rendent le séjour au jardin zoologique de Limbe très agréable. Et les visiteurs ne se le cachent d'ailleurs pas.
Il convient tout de même de noter que malgré tous ces efforts, bien de choses ici restent encore à faire. Faites un tour au jardin zoologique de Limbé. Il n'y aura à coup sûr pas de place pour le regret. Voilà donc pour ce qui est de la problématique du braconnage en Afrique, un sujet qu'a signé le vétéran Jean-Vincent Chineum. Le Cameroun célébrait il y a de cela quelques jours seulement sa 45e édition de la fête de l'unité. À cet effet justement, il a été érigé un village de l'unité à l'esplanade du Musée national de Yaoundé, une occasion de promouvoir tout simplement l'esprit du vivre ensemble dans un Cameroun uni dans sa diversité culturelle auprès de la jeunesse camerounaise justement. Voici le compte rendu que signent Estelle Niangono et Vincent de Paul Bobo. Placé sous le thème « Armée et nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité », attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, la 45e édition de la fête nationale du Cameroun s'est déroulée le 20 mai dernier avec faste et solennité au boulevard éponyme à Yaoundé, en la présence du chef de l'État, chef des armées. Mais en amont à cette célébration, un village dit de l'unité et de l'intégration s'est déployé au Musée national de Yaoundé avec pour objectif de promouvoir le vivre ensemble et l'intégration nationale auprès de la jeunesse camerounaise. Le village de l'unité et de l'intégration nationale, c'est une innovation du programme national harmonisé de cette 45e édition de la fête nationale qui vise vraiment à promouvoir le vivre ensemble harmonieux, à commémorer cette unité autour aussi de la connaissance de l'histoire du Cameroun. C'est pourquoi le thème de ce village, c'est effectivement de promouvoir le multiculturalisme, de promouvoir le vivre ensemble harmonieux. Différentes articulations ont émaillé ce village à l'effet d'ancrer chez la jeunesse camerounaise l'esprit du multiculturalisme et du vivre ensemble. Les activités organisées visent donc à mobiliser le maximum de toutes les couches de population, à favoriser le brassage, à favoriser les échanges, d'où les causeries éducatives, les conférences, débats, les tables rondes, et surtout pour les jeunes, il est organisé un parcours de la citoyenneté. Ça veut dire que nous renforçons leur éducation à la citoyenneté, leur civisme, leur patriotisme à travers des quiz, des kermesses, etc., des jeux divers. Des œuvres d'art et des expositions photos issues des 4 coins du triangle national y sont exposées,
à l'effet de démontrer la manne culturo-artistique du Cameroun, ceci pour le seul bonheur des visiteurs, jeunes pour la plupart, et soucieux de s'imprégner des traditions camerounaises tout en nourrissant un retour aux sources. J'ai vu les statues des Chicas et j'ai aussi vu beaucoup de photos de comment notre pays a développé et j'ai beaucoup appris. On a vu des poissons, des réalisations un peu particulières. On n'avait pas encore vu ça en fait. Tout ce que les bracelets, les bijoux, c'était intéressant. On arrive même dans les maisons où maintenant les parents sont en train de reprendre le goût à confier leur enfant à la jeunesse parce que maintenant c'était déjà devenu très rare. Maintenant vous allez rencontrer des camps de vacances où les parents confient les jeunes à la jeunesse et on s'occupe de ces enfants, de les remettre sur le droit chemin, de les remettre sur leur culture parce qu'ils ont oublié la culture, les enfants ont oublié d'où ils viennent. L'éducation a changé, donc maintenant nous sommes en train de ramener complètement l'éducation. Il s'agit donc ici de faire revivre et de transmettre aux Camerounais l'esprit de l'unité nationale pour un Cameroun uni et indivisible dans sa biodiversité culturelle. Voilà, l'intégrité nationale et le vivre ensemble au travers de toutes nos valeurs. C'est une histoire de tous et de toutes. Yaoundé a connu dernièrement un atelier international visant à lancer un programme, le programme ALIPA, entendez tout simplement Alimentation patrimoniale des Africains. Un programme qui a réuni 3 jours durant des experts africains qui étaient à penser les stratégies devant inciter les Africains à consommer africain. Jean-Vincent Chénéum et Vincent de Paul Bobo vous en dressent le bilan. L'atelier international de lancement du programme Alimentation patrimoniale des Africains, organisé par le CERDOTOLA à Yaoundé, a permis de penser de nouvelles stratégies afin d'inciter les Africains à consommer africain. L'objectif de cet atelier était de faire l'état des lieux de l'alimentation patrimoniale des Africains, de voir où nous en sommes, car certains mets traditionnels africains ont tendance à disparaître. Il s'agissait de faire un inventaire de ce qui nous reste comme mets et de les caractériser afin de les mettre à la disposition des communautés pour une meilleure conservation, valorisation et transmission de cet héritage. L'alimentation, c'est d'abord le premier médicament. Ça permet à nos populations d'assurer la sécurité alimentaire et maintenant la souveraineté alimentaire qui permet de savoir ce que nous mangeons, comment on peut valoriser et, comme je l'ai dit, tutoyer les meilleures cuisines du monde et créer de la richesse et de l'emploi. Depuis quelques années, la libéralisation des marchés et l'industrialisation agroalimentaire ont entraîné de graves conséquences sur les cultures et les identités alimentaires. Uniformisation alimentaire, banalisation du goût, occidentalisation et globalisation des modes de vie et de consommation. Il devient, dans ce cas, difficile de maintenir une gastronomie locale ou du terroir. Les Africains ont tendance à consommer ce qu'ils ne produisent pas. Au point qu'on ne se surprend pas à réclamer du pain, du blé qu'on ne produit pas, du blé qu'on ne produit pas, qu'on n'hésite pas à trouver qu'un repas est raté s'il n'y a pas de fromage sur certaines tables, ou s'il n'y a pas de jambon, ou s'il n'y a pas tel ou tel produit que nous ne produisons pas mais qui vient d'ailleurs. Je voudrais dire ici que un simple constat, d'ailleurs
rendu public par le président de la Banque africaine de développement il y a quelques mois, indique que l'Afrique aujourd'hui importe pour 40 milliards, environ 35 à 40 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle ne produit pas. Si vous faites les comptes, à un taux de dollar fixe à 500 francs CFA, 40 milliards de dollars, c'est 20 000 milliards de francs CFA que l'Afrique donne aux autres peuples, aux autres producteurs, aux autres industries alimentaires du monde tous les ans. Et pendant ce temps, on ne prend pas conscience. C'est donc à prendre conscience de tout ceci, à sensibiliser, à mobiliser les énergies, mais surtout les énergies qui sont enfouies dans les cerveaux des détraqués et parce que extravertis des élites africaines, que le Serdotollah a imaginé qu'il ne peut pas y avoir de véritable émergence pour les peuples d'Afrique. Il ne peut pas y avoir de véritable industrialisation de l'Afrique sans prise en compte de la réalité de l'aspect alimentaire. Au terme de cet atelier, il est convenu que seront encouragées les innovations et les transformations en cours sur les mets traditionnels. On note un intérêt de plus en plus prononcé pour les aliments du terroir qui se nationalisent, voire s'internationalisent. Ce sont les cas du ndolé, du koki, du mbongo chobi, du héroux. Il va falloir établir un catalogue des plats africains, élaborer la procédure d'harmonisation de la réglementation des produits du terroir, voir comment promouvoir les aliments traditionnels après leur avoir fait subir un processus de modernisation. Cette tentative de construire une modernité alimentaire sur la base des traditions sera certainement très appréciée par les touristes qui nous visitent. En cette période de jeûne de Ramadan, l'hôtel La Falaise Yaoundé offre à son aimable clientèle musulmane un service de choix. Des tapis de prière avec boussole sont disponibles à la réception et les repas servis en chambre selon vos désirs. Tous les soirs entre 18 et 19 h, soupe, bouillies et crêpes sont offertes en libre service au restaurant de l'hôtel. L'hôtel La Falaise Yaoundé vous souhaite un Ramadan dans la paix et l'amour. Voilà, c'est peut-être au travers de son art culinaire que l'Afrique connaîtra enfin son développement. Dans tous les cas, c'est tout le mal qu'on se souhaite. Allons à présent à la découverte du Banjul Station. Inauguré en 2013, ce musée s'érige comme étant la référentielle de l'art contemporain au Cameroun. Un projet porté des mains de maître par un jeune Camerounais qui a voulu à sa façon encourager les artistes et les artisans, on va dire, de sa contrée. C'est le grand reportage du jour que signent Estelle Yangono et Vincent de Paul Bobo. Banjul, ville cosmopolite située dans les hauts plateaux de l'Ouest Cameroun, est une agglomération vibrant au rythme de l'art depuis le règne de Joseph Kamga II, qui, en ouvrant un musée dans sa chefferie, incita le talent créatif des artistes locaux. La région banjoulaise est donc le lieu idéal pour la promotion de la diversité artistique camerounaise et c'est pourquoi Banjul Station s'y est enraciné en l'an 2000 et a vu son inauguration le 16 novembre 2013. The good of our people is all we have left. How could you be so greedy and enter living in debt? Your father made sure you would have it all. He provided for us all so we could want all. See
C'est pour moi un honneur de fierté, de réelle fierté de présider cette cérémonie d'inauguration au Banjul Station. Une belle et louable initiative de l'artiste camerounais Barthélémy Togo, revenu sur sa terre natale pour faire partager son expérience et sa passion en art plastique, répondant ainsi à l'invitation du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, qui lors de son message à la jeunesse camerounaise à l'occasion de la célébration de la 46e édition de la Fête nationale de la jeunesse a déclaré, je cite, « Vous ne devez pas vous contenter d'acquérir des connaissances en vue d'assurer votre réussite personnelle. Il vous revient également de participer à notre grand dessein commun du service de notre pays qui vous a soutenu tout au long de vos études. C'est là un juste retour des choses et une marque de civisme. En effet, depuis 7 ans, l'artiste Barthélémy a su réunir ses forces, fédérer les amitiés, les alliances et les compétences en vue de bâtir ce magnifique espace dénommé Banjul Station, à la fois centre d'art et musée d'art contemporain. Il s'agit d'un lieu d'accueil et d'échange pour les artistes en herbe et les professionnels du monde des arts visuels qui va sans aucun doute concourir à enrichir l'offre culturelle au Cameroun. Situé à 3 km de la ville de Bafoussam dans la région de l'Ouest, soit 300 km de Douala et Yaoundé, Banjul Station est d'abord un atelier de création où se réunissent les artistes. Il s'agit d'un projet ambitieux porté par Barthélémy Togo avec pour point de départ un constat simple. L'art classique africain est essentiellement conservé et exposé dans les musées et collections d'Occident et la production contemporaine a tendance à emprunter la même voie. D'où l'initiative de ce musée dont l'accrochage est aux antipodes d'un ghetto culturel mêlant médium du passé et du présent aux œuvres d'Afrique et d'ailleurs. Pour des raisons pratiques, le musée présente des petits formats, notamment des lithographies, des gravures et des photographies plus facilement transportables et conservables. Ici, les artistes logent en résidence de création et ou de production et s'associent à la réalisation d'œuvres exceptionnelles et de pièces monumentales qui requièrent de vastes espaces de mise en œuvre et de façonnage. Un projet culturel fort. Je suis né en Balmayo en 1967. Ma mère est ici présente. Mon père est enterré ici dans cette cour. Vous êtes chez lui. Et dès l'âge de 20 ans, j'ai décidé de quitter le Cameroun parce que je voulais aller étudier les beaux-arts. Et à l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas encore une école d'art. Donc je suis allé au Cameroun. J'ai heureusement obtenu une bourse de l'État camerounais qui a voulu que moi je puisse étudier dans de bonnes conditions et m'a octroyé une bourse d'études à l'Institut national des arts d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Après 4 années d'études là-bas, je me suis dit qu'il fallait aller ailleurs, apprendre une autre formation parce que celle que j'avais à Abidjan était une formation classique, académique, où il fallait copier les grands maîtres occidentaux, ce que les Blancs avaient fait avant. Et moi, tout jeune, petit Africain, je copiais les grands maîtres français, sans connaître leur histoire. J'ai copié le cheval de Troie, j'ai copié le cardinal de Richelieu avec son drapé. Donc, je me suis imbibé dans une culture que je ne connaissais pas. Et après, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre formation artistique ailleurs?
je suis retourné, je suis rentré en France et j'ai été admis à l'école des beaux-arts de Grenoble. Et là, j'ai appris l'enseignement d'art contemporain parce que ce n'était plus l'enseignement classique. J'ai appris à travailler avec la vidéo, la performance, utiliser mon corps comme un support aussi. Bref, m'inspirer de l'art contemporain et de notre vie d'aujourd'hui pour produire un travail artistique. Et après 4 années en France, j'avais toujours envie d'aller loin, plus loin. J'ai obtenu une bourse encore pour aller à la Kunstakademie de Düsseldorf en Allemagne. Et là, j'ai passé 2 années pour acquérir une autre formation plus professionnelle qui me faisait rentrer dans le milieu de l'art contemporain. Donc, vous pouvez compter le parcours, c'est après l'enseignement secondaire, c'est 10 années, 4 années en Côte d'Ivoire, 4 années en France, 2 années en Allemagne. Et je me suis dit que cette somme de 10 années de formation, il fallait qu'un jour, que je puisse redonner ce que j'avais appris au Cameroun. C'est-à-dire que je puisse me mettre comme un militaire, comme un soldat, au service de mon peuple, de mon pays. Et je me disais que j'avais quelque chose à donner. Et comment redonner ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut recevoir? C'est une leçon de vie, c'est une leçon de générosité. Le savoir donner, les Anglais appellent ça the giving person. The giving person. C'est lui qui sait donner. Ce que j'ai gagné dans le champ de l'art, parce que je ne savais pas qu'un jour je pouvais vivre de mon art, je me suis dit qu'est-ce qu'il fallait faire avec cet argent. Je me suis dit, l'Afrique a besoin de nous et ce sont ses fils qui vont reconstruire l'Afrique. Ce n'est pas les Blancs, ce n'est pas les Occidentaux, ils ont d'autres problèmes. Donc je me suis levé un jour en 2004 sur mon lit à Paris, dans le 20e arrondissement. Je me suis dit, le Cameroun a besoin de toi, il faut aller travailler. Et comme la montre tournait et que j'avais envie de travailler, de faire ce projet pour mon pays et pour le continent, je suis venu sur un terrain familial parce que j'étais certain que je ne pouvais pas avoir un problème de terrain comme à Yaoundé ou à Douala. Mais le fait de faire ce projet à Banjul était aussi un choix culturel, celui de lier l'art traditionnel à ce projet et à ce parcours professionnel que j'ai eu, qui est l'art contemporain. Et je me disais que le mariage pouvait bien aller ensemble et que la tradition séculaire que Banjul a, de par son architecture, il fallait continuer à garder cette tradition. Véritable aventure artistique, les conditions de conservation et de présentation des œuvres ont été par ailleurs pensées dès la construction. Les murs de la bâtisse sont épais, faits d'un mélange de béton et de terre, recouverts de mosaïques conçues par Barthélemy Togo, qui au-delà de l'effet simplement esthétique, permettent de stabiliser la température ambiante du lieu et de l'isoler contre les infiltrations d'eau. La structure est surmontée d'un pignon de 11 mètres de hauteur et couverte d'une charpente à double pyramide qui respecte les règles séculaires de l'architecture traditionnelle locale avec ses toitures effilées. Une baie vitrée et miroitée bleu ciel abrite la façade, protège les œuvres exposées de la luminosité en conférant une élégance légère et une modernité transparente au bâtiment. Je suis parti sur cette chefferie, sur cette architecture ancestrale qui est imprégnée ici à l'ouest pour construire ces 2 immeubles comme vous voyez, mais avec mes petites notions d'architecture. Petit à petit, nous sommes partis du sous-sol, à 3 mètres sous le sol. Il y a une salle pour les projections vidéo, pour les conférences, et le rez-de-chaussée est prévu pour la librairie et pour la bibliothèque. Et le premier niveau que vous voyez avec les hauteurs de 4 mètres est prévu pour la première salle d'exposition contemporaine. La deuxième salle, le deuxième niveau est prévu pour une deuxième salle d'exposition contemporaine et le 3e plateau est prévu pour la collection permanente. Le musée en lui-même abrite la propre collection de Barthélemy Togo, composée des joyaux de l'art mondial
mondial qu'il a échangé avec ses collègues ou acquis auprès de galeristes et collaborateurs divers. Et là, on est en face d'une découverte très forte d'un jeune artiste que j'ai rencontré à Paris et qui a un univers un peu fantasmagorique, mais qui est un peu diabolique. Mais j'adore bien son travail parce qu'il est tout nain et il a l'impression que le monde ne l'a pas aimé. Les œuvres du grand réalisateur, filmmaker David Lynch. David Lynch, c'est le pape du cinéma. Le pape du cinéma, David Lynch. J'ai travaillé avec lui. Et Wilfredo Lam, c'était l'ami de Pablo Picasso, le plus grand artiste du monde aujourd'hui. Demandez même aux morts qui sont enterrés. Le plus grand artiste du monde, c'est qui? C'est Picasso. Et Picasso a travaillé avec Wilfredo Lam. C'est signé Wilfredo Lam. Vous voyez, on a la salle de lecture. C'est prévu pour la lecture. Les livres sont en train d'arriver petit à petit et seront disposés ici dans ces étagères qui ont été fabriquées ici à Banjul. Je dois vraiment remercier mes jeunes collaborateurs aujourd'hui qui sont camerounais et encore étudiants à l'université de Tchad, en 5e année de master. Et avec les déchets, il s'est inspiré des déchets de la poubelle. Et là, c'est mon ami Nicole Tambanvan qui est du Vietnam et qui est une artiste féministe et qui est très engagée. Et là, c'est mon ami Zueletou Tais-toi. Il est de Sud-Afrique. Je l'ai rencontré à Cape Town. Et avec Zueletou, j'ai passé de très bons moments. Là, c'est Franck Lunanji de l'Angola, des gens malades. Et pour les redéposer dans la ville de Johannesburg, on voit des personnes malades qui côtoient des personnes encore en bonne santé dans la ville de Johannesburg. Et ça, c'est un jeune artiste du Burkina Faso, il est peul. Et il a à chaque fois saisi les ombres, je dis bien les ombres, un instant de vie de ces artistes, de ces quotidiens. Et là, c'est l'artiste ivoirien. Sur 3 niveaux, le visiteur peut ainsi admirer plus d'une centaine de pièces exceptionnelles, dialoguant les unes avec les autres dans un esprit d'ouverture qui reflète, outre la sensibilité artistique du maître des lieux, la volonté de décloisonner un monde de l'art soumis au diktat d'un marché de l'art qui catégorise et hiérarchise les œuvres sans se soucier du contexte qui les a vues naître. Comment faire pour enrichir la collection qui devait être ici? Je me suis dit, je suis un artiste, je vis au jour le jour, ici, ailleurs, je voyage. J'ai toujours cette idée de partir et rencontrer d'autres artistes. Il fallait constituer une collection. Donc, pendant 25 ans, avec mes confrères artistes, j'ai fait des échanges avec mes amis. Petit à petit, j'ai accumulé ces œuvres à Paris. Et l'autre jour, mes assistants qui sont étudiants à l'université de Tchang, à qui je souhaite bonne continuation déjà parce qu'ils ont été très braves, m'ont fourni la liste de l'inventaire de la collection et je vais vous dire que je vais rectifier cela. Nous avons une collection qui avoisine près de 1000 œuvres aujourd'hui, plus moi-même toutes mes œuvres que j'ai redonnées à cette collection qui va être ici à Banjul. Donc vous avez ici un musée d'art contemporain avec les plus grands artistes de la planète. Et je vais vous dire solennellement ici que c'est aujourd'hui non seulement le premier musée d'art contemporain en Afrique, de par sa collection, je dis bien en Afrique, avec des preuves, parce que nous avons ici à l'intérieur les œuvres de Louise Bourgeois qui est décédée il y a 3 ans à New York à l'âge de 94 ans. Ces œuvres sont ici au Cameroun. Nous avons les œuvres d'Anthony Tapiès, nous avons les œuvres de Brûlis Boisbré de Côte d'Ivoire qui a 97 ans et qui a créé et inventé un alphabet spécifique. Et c'est parce que j'avais aussi le souci que l'art classique africain, ce qu'on appelle l'art traditionnel, n'est plus ici sur le continent, c'est-à-dire toute notre richesse du passé. Les Occidentaux, les premiers missionnaires ou les premiers colons sont partis avec toute cette richesse. Et aujourd'hui, l'art contemporain, ce que nous faisons aujourd'hui, qui les achète, c'est encore des Occidentaux. Et donc il y a une deuxième perte. Et c'est tout cela qui m'a motivé pour venir ici au Cameroun
construire cet espace pour qu'une partie de la production des artistes contemporains d'Afrique puisse rester sur le continent africain. Formé d'abord au Cameroun, ensuite au sein des structures prestigieuses en Afrique, en France, en Allemagne, Barthélémy Togou est un artiste de renom dont les œuvres figurent en bonne place dans les biennales internationales, les musées et galeries à travers le monde. Je pense qu'il faut... Il n'est donc pas étonnant que sa collection d'œuvres contemporaines présentée aujourd'hui dans le cadre de l'exposition intitulée Mes Amours soit constituée de quelques grandes figures de l'art du XXe siècle et permette d'entamer la mise en place d'un fonds contemporain d'art disponible et accessible à tous. À cela s'ajoute le fait que Banjul Station est aussi un centre d'art, c'est-à-dire un espace pouvant servir de résidence de création pour les artistes, avec notamment des espaces d'exposition et de performances artistiques et de lieux de rencontres pédagogiques. Au-delà du combat légitime pour exposer en Afrique dans de bonnes conditions, et ce loin des grands centres urbains et des artistes reconnus sur le plan international, le pari de Banjul Station est au final de faire assumer pleinement aux Africains leur propre vision artistique et leur choix esthétique afin de rééquilibrer les termes de l'échange nord-sud, monde de l'art et monde rural. C'est pourquoi le volet agricole de Banjul Station s'étend sur 5 lopins de terre d'une surface totale d'environ 25 hectares où poussent bananes plantains, maïs, haricots, poireaux, oignons, patates, avocats, papayes et goyaves. Le petit élevage de poules et de chèvres n'est pas en reste, d'autant plus qu'il favorise la production d'un engrais de qualité, certifié sans pesticides. Ce volet d'intégration environnementale et d'expérimentation sociale se veut un exemple pour la jeunesse locale afin de recréer des liens dynamiques et équitables entre le collectif d'artistes associés au projet et leurs hôtes, tout en démontrant qu'il faut aussi croire en l'agriculture pour atteindre notre autosuffisance alimentaire. Une action agricole qui a vu la création quelques années plus tard d'une plantation de café, outil amplifiant l'acte artistique et dénonçant ce que Léopold Sédar Senghor appelait la détérioration des termes de l'échange. Un projet culturel original qui tisse un lien étroit entre la population et son environnement sous la forme d'un programme d'intégration agricole qui devrait assurer l'autosuffisance matérielle du lieu par l'exploitation des cultures vivrières. C'est génial tout ça. Il s'agit ici de mener une expérience sociale en étroite complicité entre les artistes, résidents et leurs hôtes, et qui vise aussi à offrir un exemple de développement culturel à la jeunesse locale. Pour que l'aventure continue en toute indépendance, ce laboratoire sans frontières cherche à élargir sa communauté tant au Cameroun qu'à l'extérieur avec l'association des amis de Banjul Station qui soutient entre autres les jeunes plasticiens. C'est donc ainsi que Banjul Station sème peu à peu les graines de l'émulation des artistes au Cameroun. En cette période de jeûne de Ramadan, l'hôtel La Falaise Yaoundé offre à son aimable clientèle musulmane un service de choix. Des tapis de prière avec boussole sont disponibles à la réception et les repas servis en chambre selon vos désirs. Tous les soirs entre 18 et 19h, soupe,
Bouillies et crêpes sont offertes en libre service au restaurant de l'hôtel. L'hôtel La Falaise Yaoundé vous souhaite un ramadan dans la paix et l'amour. Très belle initiative de Barthélemy Togwo, ce jeune Camerounais qui s'érige malgré son âge comme étant l'une des figures de proue de l'univers, j'ai envie de dire, de l'art contemporain au Cameroun à travers ce musée Banjoun Station qui a fait l'objet de ce grand reportage sur Cameroun Vision aujourd'hui. Faites le déplacement de Banjoun dans le département du Kounki, région de l'Ouest Cameroun, pour aller découvrir les merveilles de cet espace parce qu'entre 2013 et 2017, il y a eu pas mal de choses, pas mal d'ajouts, je serais tenté de dire. Merci d'avoir été de cette édition qui rentre en gare. Revenez-nous au prochain numéro pour d'autres découvertes sur Cameroun Vision. Mais en attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie.